Bonjour à tous pour ce nouvel unboxing BD. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un dessinateur que je découvre un peu, pour tout vous avouer, il s'appelle Daniel Hullet. Et je vais vous parler de l'intégrale qui vient de sortir chez Glénat, de sa série qui s'appelle L'état morbide. Alors comme d'habitude je vais commencer par un petit retour en arrière sur sa carrière. Alors en fait Daniel Hullet il a commencé la BD assez tôt puisque dès sa prime jeunesse, autour de 15 ans, il a intégré, avec l'accord de ses parents bien sûr, une école d'art belge, je crois que c'était AXL. Et ensuite, alors il n'a pas commencé à travailler tout de suite dans la BD, il a commencé à travailler dans des agences de publicité pendant quelques années, où il a découvert différentes techniques de dessin et d'art graphique. Ça a apparemment été très formateur pour lui. Et en 1970, c'est là qu'il a véritablement commencé dans la BD, puisqu'il est entré au studio de Dino Atanasio. Alors Dino Atanasio, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un dessinateur italien assez célèbre, puisqu'il a participé à des séries aussi connues que Modeste et Pompon, par exemple, la série humoristique de Franquin. Il a dessiné aussi plusieurs tomes de la série Bob Moran, scénarisé par Henri Verne. Enfin bon, il a fait pas mal de choses. Et du coup, il avait monté un studio avec différents dessinateurs pour l'assister. Et Daniel Hullet en a fait partie. Alors entre autres, quand il était dans ce studio, Daniel Hullet, il a travaillé sur les décors de la série humoristique d'Atanasio qui s'appelait Johnny Goodbye. Qui est une parodie d'histoires de mafia. C'est une assez bonne série au demeurant, d'ailleurs que je vous conseille à lire. Les albums doivent être peut-être un petit peu difficiles à trouver, mais bon, c'est pas tellement coté, donc ça doit se trouver assez facilement et pas trop cher sur le marché de l'occasion. Ensuite, en 1973, alors il a travaillé avec Christian Denayer sur une série qui s'appelle Yalek, une série dominante un petit peu fantastique, d'ailleurs qui était scénarisée par André-Paul Duchâteau, le scénariste de Ricochet. André-Paul Duchâteau, avec lequel il va travailler de nouveau par la suite. Donc il a travaillé, il a assisté au dessin Christian Denayer sur cette série Yalek. Ensuite, en 1974, alors les choses commencent à devenir sérieuses pour lui, puisqu'il est embauché par Henri Desclèze, qui n'est rien de moins à l'époque que le rédacteur en chef du journal Tintin. Donc c'est pas rien, puisque c'est un des deux journaux vedettes de l'époque, entre Tintin et Spirou. Et Henri Desclèze l'a embauché pour participer à une série mais qui n'a jamais connu d'album, qui est juste paru dans le journal, qui s'appelle Les Chroniques du Griffon Noir, où Daniel Hullet a travaillé, alors il a fait les couleurs et puis il a fait un peu d'ancrage sur cette série qui a connu malgré tout de nombreuses planches, mais jamais rien n'est sorti en album. Ensuite, il a fait sa première création avec Blaro au scénario. C'est assez étonnant quand on connaît ce qu'il a fait par la suite, puisqu'il a commencé par une série humoristique, Daniel Hullet, une série qui s'appelle Charabia, qui compte de nombreux gags et qui apparemment est assez aimée de ceux qui la connaissent. Alors c'est difficile de la connaître, puisque il n'y a jamais eu aucun album. Et elle est parue de façon plus ou moins épisodique dans le journal Tintin, comme ça. Mais c'est des journaux qui datent des années 70, donc ça commence à dater. Il faut, si vous les cherchez, c'est peut-être un peu difficile à trouver. Et Charabia, il y aurait de quoi faire une belle intégrale pour les éditeurs que ça pourrait intéresser, encore une fois. Puisqu'il y a pas moins de 50 planches qui sont parues, donc entre 75 et 78. Et vu la qualité supposée de l'ensemble, ça pourrait être intéressant. Donc ensuite, toujours au journal Tintin, avec le scénariste Vic, il a créé une série pour laquelle il commence à affirmer son style réaliste. C'est une série qui s'appelle Léo Gwen, qui non plus n'a pas eu l'honneur d'avoir des albums. Alors Léo Gwen, c'est une série un petit peu d'aventure où les héros travaillent pour une compagnie pétrolière, donc ça se passe dans le milieu maritime.
Et il y a eu comme ça plus de 46 planches de récits complets. Il y a eu aussi une histoire à suivre entre 77 et 1980. Pareil, là il y aurait de quoi faire une belle intégrale, mais jamais rien n'est paru pour nous rappeler un peu cette belle série qu'était Léo Gwen. Alors je vous en montrerai un petit peu à la fin de cette vidéo, vous verrez comme ça à quoi ça pouvait ressembler cette série. C'est quand même dommage qu'il n'y ait rien qui ait été fait de ce côté-là. Donc ensuite, en 1980, alors là il va retrouver André-Paul Duchâteau, avec lequel il avait déjà un petit peu travaillé sur Yalek. Là pour créer une toute nouvelle série avec lui entièrement dévoué au dessin. C'est une série pour laquelle il y a eu pas mal de succès quand même, hein, puisqu'il y a eu pas moins de 8 tomes qui sont parus. Ça s'appelle Pharaon. Alors c'est une série quand même à grosse dominante espionnage plus fantastique, hein, la dominante fantastique s'affirme de plus en plus au fil des tomes. Et c'est une série donc au long cours, hein, dont les albums sont encore facilement trouvables là par contre. Ensuite, en 1981, il fait un petit écart par le journal Spirou, toujours avec André-Paul Duchâteau, à la demande de l'hebdomadaire. Alors il se lance dans une série, alors un petit peu opportuniste, hein, puisque à l'époque c'était la mode du surf. Hein. Le journal a cru bon de lancer une série qui surfait sur cette vague. Et c'est la série qui s'appelle Chris Melville. Et Chris Melville, donc il n'y aura eu qu'un seul album, hein, qui s'appelle Trafic Caraïbes. Enfin qu'un seul album, non c'est pas paru en album d'ailleurs, qu'une seule histoire. Qui s'appelle Trafic Caraïbes et qui n'aura pas de suite parce que le succès a été assez mitigé, hein, il faut le dire. Faut dire que le scénario n'avait pas grand intérêt. Par contre, le dessin était tout à fait honorable, hein, de la part de Daniel Hullet. Alors, on arrive en 1985, où là, c'est une date qui va être importante dans la carrière de Daniel Hullet, puisqu'il va collaborer au premier numéro d'un périodique qui aura une durée de vie assez longue quand même. Il s'agit du magazine qui s'appelle Vécu, que les éditions Glénat ont lancé à cette époque. L'ambition de ce périodique, c'était de proposer aux lecteurs des histoires à dominante historique. Et donc Daniel Hullet figurera au sommaire du premier numéro, avec une série qu'il crée avec l'aide de Yann Bucquois, un scénariste belge qui depuis s'est reconverti en cinéaste. Et cette série, ça s'appelle Les Chemins de la Gloire. Alors, Les Chemins de la Gloire, donc il a commencé avec Yann Bucquois au scénario, il finira la série tout seul. Les Chemins de la Gloire, ça s'attache au destin rocambolesque d'un boxeur qui s'appelle Raymond Lécluse, et un boxeur qui se rêve en écrivain, et auquel il va arriver diverses péripéties, hein, que les lecteurs de Vécu vont commencer par suivre dans le magazine, et puis après ça continuera directement en album quand le journal Vécu aura vécu. Arrive 1987, où là il va commencer en tant qu'auteur à part entière sa première série, L'État morbide, dont je vais parler tout à l'heure, hein, puisqu'il s'agit de la série dont je vais vous ouvrir l'intégrale ensuite. Donc pour l'instant je m'y attarde pas plus. Après L'État morbide en 1992, petite incursion aux éditions MC Productions, alors les futures éditions Soleil, où il a concocté une série avec un titre à rallonge, alors de mémoire, ça s'appelle Voyage en tête étrangère. Et il y a eu un tome dont le titre était L'énergumène. Alors il n'y a pas eu de suite parce que apparemment il y a eu un petit peu une mésentente entre Hullet et puis l'éditeur, hein, ça s'est pas très bien passé. Alors cette série, hein, c'était quelque chose d'assez ressemblant à L'État morbide, hein, d'ailleurs, un scénario un peu torturé, au dessin avec une mise en page éclatée, mais il n'y a pas eu de suite, hein, donc l'histoire est incomplète. Alors il y a eu un album quand même, hein, donc chez MC Productions, et puis après il y a eu une réédition chez Soleil, mais
ça s'est arrêté là. Ensuite, en l'an 2000, eh bien, Daniel Hullet s'embarque dans une nouvelle série qui s'appelle Immondice. C'est une série qui, encore une fois, inaugure, alors cette fois-ci pas un nouveau périodique, mais une nouvelle collection aux éditions Glénat, une collection qui s'appelait Carrément BD. Alors c'était une collection un peu particulière, hein, parce que comme son nom le laisse supposer, il s'agit du format des BD. Les BD étaient au format carré dans cette collection. Et il y a pas mal d'albums qui sont sortis dans cette collection, dont le premier tome d'Immondice. Mais il y a une autre série que je vous conseille, moi, que j'ai acheté dans cette collection, qui est complète, hein, d'ailleurs l'histoire est complète, qui s'appelle Ada Enigma, qui était très très bonne aussi. Alors, après, on peut faire son marché dans cette collection. Il y a pas mal de choses assez intéressantes. Et puis le format un peu particulier donne une touche d'originalité aux BD qui y sont parus. Alors Immondice, hein, on peut considérer ça un peu comme une suite de L'État morbide. Hein, c'est tout à fait dans le même style. C'est peut-être quand même un peu moins marquant que L'État morbide, mais ça se laisse lire sans problème. Enfin, pour ceux qui aiment ce genre d'histoire qui rendent assez vite un peu mal à l'aise, hein, mais c'est le but. Et puis si vous êtes mal à l'aise, c'est que la BD est réussie, elle a atteint son but. Ensuite, alors c'est plus chez Glénat, en 2003, il crée une autre série en 3 tomes, encore une fois, qui s'appelle Extramuros. Alors c'est une série dont l'histoire se partage entre l'époque du Moyen-Âge et l'époque actuelle. Une histoire un petit peu, pas de voyage dans le temps, mais de parallèle entre différentes époques. C'est tout à fait honnête aussi comme série, ça vaut le coup de la lire. Alors à partir de 2007, eh bien, malheureusement, Daniel Hullet il commence à être sérieusement malade. Alors d'ailleurs il déménage avec sa compagne ailleurs, hein, pour essayer de mieux vivre sa maladie. Mais bon, malgré tout, il continue de travailler et à cette occasion, il va rencontrer le scénariste Franck Giroux, malheureusement qui est décédé, qui est très célèbre pour avoir donné la série Le Décalogue, qui a eu énormément de succès au début des années 2000. Et du fait de son succès, cette série a engendré différentes séries parallèles. Et il y a une série parallèle qui s'appelle Les Fleury Nadal, pour laquelle Daniel Hullet a participé sur 2 tomes qui s'appellent Benjamin. Ensuite, vu que la collaboration avec Franck Giroux s'était bien passée, il a continué. Et le dernier album sur lequel il est travaillé, c'est un album de la série donc créée par Franck Giroux qui s'appelle Destin. Et il a travaillé sur le tome qui s'appelle Paranoia, dont le scénario était en partie réalisé par Valérie Mangin. Avec la collaboration de Franck Giroux, bien sûr, puisque c'est lui qui chapeautait toute la série. Voilà, donc ça a été le dernier album officiel dessiné par Daniel Hullet, qui est décédé peu de temps après, malheureusement, assez jeune, hein, je crois qu'il avait à peine plus de 60 ans. Et c'est bien dommage, hein, parce qu'il avait créé au fil des séries qu'il avait réalisées une BD un peu particulière, hein, qui n'appartenait qu'à lui, avec son dessin assez reconnaissable au final, bien qu'au départ il était fortement influencé par le dessin d'Herman, et par certains aspects par le dessin de Bilal aussi. Moi j'ai vu certains aspects du dessin de Bilal dans ses premières planches. Mais il a fini par trouver son style, et ça c'est la marque forcément d'un grand dessinateur. Donc en attendant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette intégrale de sa série L'État morbide, qui regroupe donc les 3 tomes qui sont parus chez Glénat. Et on va regarder ça tout de suite, hein. On ouvre l'album devant vos petits yeux ébahis. Bon, alors voilà l'album, alors avec une belle couverture, ma foi. Alors pas de fioriture sur la couverture, hein. Un petit texte pour mettre dans l'ambiance, un dos rond, ce qui n'est pas si courant, hein, dans le milieu de la BD. Donc quand on ouvre L'État morbide, l'intégrale, et tout de suite on se rend compte
qu'il y a une différence fondamentale avec l'édition précédente de cette intégrale, parce qu'il y avait déjà eu une édition intégrale de l'état morbide, mais là, la grosse différence, c'est que Glénat a intégré un dossier au début de l'intégrale, ce qui n'était pas le cas dans l'édition précédente. Alors, ce dossier a été réalisé par Daniel Herman, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas auparavant, et après renseignement, c'est quelqu'un quand même qui a travaillé déjà pas mal dans le milieu de la BD, avec des études un peu théoriques parfois. Et là, il s'est chargé de la biographie de Daniel Hulé. Alors, on commence par tout un paragraphe sur l'enfance de Daniel Hulé, qui est un peu particulière, puisqu'il est né juste après la Seconde Guerre mondiale, et donc il a vécu son enfance dans une période un peu particulière. Donc, il revient sur le contexte politique, sur l'enfance de Daniel Hulé, sur ce qu'il a fait pendant son service militaire, sur la période qu'il a passée dans le milieu de la publicité, période qu'il a profondément imprégnée pour la suite de sa carrière. Ensuite, il y a un paragraphe sur la période suivante, où il commence à travailler, et puis il va se rendre compte qu'il va vouloir travailler dans la bande dessinée. Donc là, on parle en particulier de son passage au studio d'Ino Atanasio, et puis des nombreuses influences qu'il a eues. Alors, par exemple, Jean Ray, qui était un romancier célèbre alors, son roman le plus célèbre, c'est Malpertuis, effectivement, pour les aventures d'Harry Dixon, etc. Donc là, il parle de son travail dans Tintin, alors en particulier de sa série Léo Gwen, dont j'ai parlé. Après, il y a pas mal de choses. On parle aussi de la série Pharaon, qu'il a créée avec André-Paul Duchâteau. Il est là, André-Paul Duchâteau. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Pharaon, c'est une série qui a été créée dans un hebdomadaire qui est assez célèbre, qui s'appelle Super As, qui est un hebdomadaire qui avait un sommaire extrêmement éclectique et riche. Il y avait vraiment des BD de tout premier plan dans cet hebdomadaire. Et à mon grand désarroi, c'est un hebdomadaire qui n'a pas duré, je crois qu'il n'a duré que 3 ans. C'est bien dommage, parce qu'il y avait vraiment extrêmement de choses dedans. Et Pharaon, ça a été une création pour cet hebdomadaire. Mais il n'y a en gros que alors c'est même pas le premier tome, puisque c'est des petites histoires qui sont parues dans Super As, mais ces petites histoires ont été regroupées en un album qui est paru ensuite, je crois, chez Novelli. Alors tout ça c'est expliqué, je vous en parle, mais tout ça c'est expliqué dans le dossier. Ensuite, il y a eu cette fameuse escapade à Spirou, où il a créé le héros Chris Melville, le surfeur Chris Melville. Bon, c'est un peu anecdotique. Et après, donc, le magazine Vécu, où il a créé cette série, qui s'appelle Les Sentiers de la Gloire, qui est une série pour laquelle il est aussi connu que pour l'état morbide. C'est une série qui a marqué. Les chemins de la gloire, j'ai dit les sentiers de la gloire. Les chemins de la gloire. Ensuite, là, on revient sur la carrière solo, donc avec l'état morbide. Donc là, il y a toute une partie, d'ailleurs, c'est bien, on est averti, avertissement au lecteur. Ça, c'est attention, gros spoiler donc, sur la série, donc il est conseillé, il est même indispensable de ne pas lire ce texte avant d'avoir lu l'album si vous le lisez pour la première fois, parce que là, ça vous dévoile toute l'histoire, en gros, et donc ça serait bien dommage. Ensuite, c'est la suite de l'état morbide et des chemins de la gloire. Après, les autres séries, Immondice, dont j'ai parlé. Ensuite, il y avait Extramuros. Et puis là, la fin de carrière avec les Fleury Nadal et puis la série Destin. Alors, sur la fin du dossier, on revient sur les influences qu'a pu subir Daniel Hulé, tant dans la littérature, la peinture, etc. Et c'est un paragraphe qui est assez intéressant aussi.
Donc tout ça pour dire que ce dossier, ben, il est pas mal du tout, hein. C'est un dossier quand même, vous voyez, qui s'étale sur plus de 16 pages, il y a beaucoup de choses à lire. Bon, c'est un peu dommage que l'iconographie soit un petit peu petite, hein, mais bon, il aurait fallu une pagination plus importante pour avoir l'équivalent. Honnêtement, je suis assez surpris de la part de Glénat de ce dossier, c'est une bonne surprise. Bon, et ensuite, eh bien, on arrive au premier tome, donc de l'État morbide, qui s'appelle La Maison Dieu. Alors c'est là qu'on va se rendre compte qu'on a affaire à une BD qui n'est pas ordinaire. Alors déjà, dès la première page, alors on voit couleur directe, ce qui n'était pas habituel du tout à l'époque. Les séries précédentes de Daniel Hullet, c'était les couleurs classiques réalisées sur bleu, etc. Là, non, couleur directe. Et surtout, ce qui surprend dès les premières pages, alors c'est ces limites de cases noires qui étaient tout à fait particulières à l'époque aussi, hein, c'était pas du tout habituel. Et puis surtout la mise en page complètement éclatée, qui est loin du gaufrier, hein, ou même loin des pages à 3 ou 4 bandes, hein, vous voyez que ça n'a rien à voir. Et c'est pas une fantaisie de la part de Daniel Hullet, on va se rendre compte que cette mise en page éclatée reflète un peu l'état d'esprit du héros. Hein. Donc il y a certaines pages qui sont assez bavardes, hein, puis d'autres, vous allez voir, qui laissent une grande place au dessin. Donc je feuillette sans trop commenter, hein, parce que je m'en voudrais de déflorer trop l'intrigue, hein, qui est quand même assez particulière et qui ménage de nombreux rebondissements. Voilà. Alors il y a beaucoup de dialogues dans ce premier tome, mais c'est nécessaire hein, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais ça ne va pas être toujours le cas. Alors, vous voyez que les couleurs sont quand même particulièrement réussies. Donc on arrive au deuxième tome. Alors, vous voyez les rideaux style rideau de théâtre, hein, mais ça a quand même une signification. Donc le deuxième tome qui s'appelle Le Passage Avide, mais avide en un seul mot. Donc là vous avez toujours sur les pages de garde des extraits de poésie. Un célèbre poète qui a le même prénom que le héros de l'histoire. Je ne vous en dis pas plus. Attention aux âmes sensibles, hein, quand même. Hein, c'est une BD qui est assez dure hein, et assez perturbante. Alors, vous voyez que les déformations physiques comme ça, vous avez des scènes de cauchemars assez régulières. Il faut avoir le cœur bien accroché quand même. Hein. On ne sait pas que ce soit spécialement gore, en quoi qu'il y ait quelques scènes qui le soient un peu, mais c'est vraiment l'ambiance très très malsaine. Alors elle porte très très bien son titre, hein, cette série d'ailleurs. L'état morbide, hein, on ne peut pas plus morbide que cette série. Voilà, ça c'est la BD dans la BD. Troisième tome, Waterloo Exit. Alors là, qui ménage beaucoup plus de place au dessin, vous voyez. Mais c'est dans ce tome que on pense que tout va être résolu, parce qu'il y a quand même énormément d'explications sur ce qui s'est passé, qui vont être révélées dans ce troisième tome. Mais, ça serait trop simple, hein, puisque la conclusion nous ménage encore pas mal de questions que Daniel Hullet va laisser au lecteur le soin de résoudre tout seul, hein, puisqu'il ne fera pas de suite à cette série. Hein, elle se lit tout à fait comme ça, d'un seul tenant. Mais c'est
quand même très réussi dans l'ensemble. Alors j'ai pas compris d'ailleurs, moi en me baladant sur les forums, j'ai vu que ce 3e tome avait moins la cote auprès des lecteurs. Moi, au contraire, moi j'ai trouvé très très bon ce 3e tome. Parce qu'en plus de résoudre pas mal de choses de l'histoire, il nous ménage certaines planches qui sont assez magistrales hein, quand même. Et voilà. Donc voilà pour le feuilletage, le unboxing de cette intégrale de l'État morbide. En ce qui concerne les notes, alors pour la qualité de fabrication, j'ai pas grand chose à dire. Hein, Glénat a fait les choses, on va dire normales. Hein, alors il y a le papier, alors je me fais toujours un petit aparté sur le papier. Alors il est légèrement glacé, mais c'est pas trop gênant, c'est presque un papier mat. Donc bon, ça c'est plutôt un bon point. Bon après il n'y a pas de fioriture. Hein, c'est un cahier cousu, hein, on le voit. Bon, la reliure m'a pas l'air très solide, hein, malheureusement. Moi j'ai un peu peur. Là j'ai l'impression que ça se décolle un peu déjà, ce qui me gêne un petit peu. Alors bon, on va dire que c'est dans la moyenne, hein, donc comme souvent, mais je regrette un peu de ne pas mettre des notes plus élevées plus souvent. J'ai attribué un 3 sur 5 pour la qualité de fabrication. Alors, pour l'intérêt des bonus, alors là, il n'y a qu'un seul bonus, mais c'est un bonus très intéressant, malgré les quelques reproches que je lui ai fait déjà au niveau de la taille de l'iconographie qui aurait pu être un peu plus grande. Ce que je regrette aussi, c'est que l'iconographie, il n'y ait pas de légende. Alors ça, on voit que c'est un ex-libris, par exemple, mais bon, on aurait aimé savoir à quelle occasion il avait été réalisé, et pour quelle librairie, etc. Et pourtant, ils auraient pu mettre des légendes, hein, parce que pourtant, souvent, il y a des annotations en bas de page qui sont très intéressantes, la plupart du temps, donc qui valaient le coup d'être écrites. Pourquoi ne pas avoir mis des légendes pour les images? Là, bon, là, vous avez une image, mais on ne sait pas trop non plus... à quelle occasion cette photo a été prise, hein, et puis ça aurait été bien de dire un peu, même si on en reconnaît certains, qui était à l'image, mais ça n'a pas été fait. Bon, là on voit que c'est Daniel Hulé, mais bon, c'est un peu dommage. Alors, par contre, le contenu du texte est extrêmement intéressant et très bien pensé, ça c'est un très bon point. Donc, pour l'intérêt des bonus, je vais attribuer un bon 3 sur 5. Hein. Il y a eu des efforts de fait de la part de Glénat, c'est pas toujours le cas. Hein. Chez Glénat, les dossiers dans leurs albums, déjà ils sont rares, et quand il y en a, ils sont un peu réduits. Donc là, c'est plutôt une bonne surprise. Alors, pour la note générale de l'album, alors, vous cachez, hein, c'est un album un peu particulier, hein, c'est une histoire un peu particulière, mais le dessin, franchement, est, pour certaines pages, assez magistral. L'histoire, on ne sait jamais où on va, hein. Moi je vous défie quiconque de deviner le scénario à l'avance. Franchement, c'est impossible, hein, c'est impossible. Mais le scénario est très bien pensé. Alors je sais pas si Daniel Hulé avait scénarisé les 3 albums à l'avance, mais en tout cas, tout s'intègre très bien, dès le départ. Vous pouvez le relire, vous allez remarquer des choses que vous n'aviez pas remarquées à la première lecture, une fois que vous connaissez les tenants et les aboutissants de l'histoire. Non, honnêtement, moi j'ai découvert cette série avec cette intégrale, hein, je ne l'avais jamais lu. J'avais lu, je crois, un petit extrait dans Circus, mais c'était tout, c'était trop peu pour avoir une idée vraiment complète. Moi je connaissais Daniel Hulé, surtout par la série Pharaon, dont j'ai lu quelques albums, et puis pour la série Les Sentiers de la Gloire. Mais c'est tout. Donc, j'ai pioché, j'ai gagné. C'est un bon album, donc je vais lui attribuer sans trop de problème la note de 4 sur 5.
Donc voilà pour les notes de L'État morbide, hein. Vous avez compris que c'est un album quand même que j'ai bien apprécié. Alors pour conclure cette vidéo, je ne vais pas vous donner des petits conseils de lecture comme je fais parfois. Je vais revenir un peu sur la carrière de Daniel Hullet, et puis pour ça, je vais passer par l'intermédiaire des périodiques de BD auxquels il a participé. Moi, je vais m'attarder plus particulièrement sur cette participation dans le journal Tintin et dans le journal Vécu. Donc, on regarde ça tout de suite. Alors, j'ai cherché dans mes archives les quelques planches de Daniel Hullet qui avaient été publiées dans la presse BD. Alors, j'en ai retrouvé parmi mes anciens numéros de l'hebdomadaire Tintin, et puis parmi les quelques numéros aussi que j'ai du magazine Vécu. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je vais les prendre dans l'ordre chronologique, hein, en fait. Donc, je vais commencer par ce numéro 194 de Tintin France, alors qui est paru... C'est paru en quelle année, ça? Bon, je pense que ça doit être en 1900... voilà, en mai 79. Donc c'est parmi les tout premiers numéros de Tintin que j'ai. J'en ai certains qui sont un peu plus vieux, mais qui sont, je les ai pas sous forme de journal comme ça individuel, mais sous forme de recueil. Donc ici, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le Tintin de l'époque, hein, qui était déjà pas mal. Alors vous voyez en couverture, il y avait la reprise de Bernard Prince par Dany, le piège aux 100 000 dards, album qui à l'époque a été assez décrié, mais moi j'ai trouvé excellent, franchement. J'ai trouvé que Dany, il avait bien repris la série, hein, le dessin était tout à fait à la hauteur, et puis le scénario de Greg, qui avait été taxé de racisme, franchement, je vois pas vraiment. Enfin, on commence à être habitué à ce genre de polémique, ça existait déjà à l'époque. Donc, voilà, c'était le début de l'album. Ça commençait très fort, et le dessin de Dany était vraiment exceptionnel, moi je trouve, à l'époque. Alors à l'époque, dans Tintin, il y avait toujours les annonces des derniers albums de la série en cours, qui se mettaient sur la dernière page, comme ça, par un petit dessin avec une bulle. Donc là, il faisait l'annonce... c'était un album d'Herman, encore, hein, puisque Dany venait à peine de reprendre la série, Le Port des Fous. Donc là, une annonce de Tintin Spécial Gag, hein. C'était les Tintins trimestriels qui sortaient. Ça, c'était un des tout premiers, je crois. Je l'ai pas, celui-là. Bon, là, il y avait Mister Magellan et Capella par Géry, une série humoristico-fantastique qui n'a pas très bien marché. Bon, faut dire que le dessin de Géry était pas tip-top, je trouve, hein. Enfin bon, ça se lisait, mais c'était pas inoubliable, hein. Alors là, c'était Clin d'œil par Ernst, des gags qui me faisaient toujours assez rire, qui allaient assez volontiers vers l'absurde, comme celui-là par exemple. Donc du Chlorophylle par Machereau, ça c'est du très bon. Du Jonathan par Causé, un des premiers albums d'Uniacha il y a longtemps, qui est un des excellents albums de la série. Donc là, il y avait quelques pages dans chaque numéro sur un peu l'historique de Tintin, avec des petites fiches qu'on pouvait récupérer. Et en publication à suivre, vous aviez une des premières versions du Lotus Bleu. 2 pages seulement par numéro, hein, il n'y en avait pas beaucoup, il faisait durer. Donc du Ricochet, hein, qui était toujours assez bon, hein, à l'époque. Là, c'était Le Fantôme de l'Alchimiste, c'était encore un album qui valait pas mal le coup. D'ailleurs, je l'ai, cet album. Cubitus. Alors là, Malabar. C'était une pub, mais moi je considérais ça comme une BD, parce que c'était assez sympa, comme des publicités comme ça, c'était assez sympa. Ah oui, il y avait Michel Drucker qui faisaient des panouilles dans Tintin à l'époque, c'était un peu bizarre, mais bon. Alors là, une autre série, Benjamin par Hachel, que j'aimais beaucoup, Hachel, comme dessinateur. Mais bon, il n'a pas eu le succès attendu. Je pense qu'il a arrêté la BD après. Là, il y avait une série aussi américaine de Leonard Starr, Cannonball Carmody, que moi j'aimais bien.
J'aimais bien le dessin, puis le scénario était assez plaisant à suivre. Ah, et puis voilà, donc on y arrive. Ulé. Alors ça, c'est une de ses premières séries dont j'ai parlé au début de la vidéo, hein, Léo Gwen. Alors qui n'a jamais eu d'album, à ma connaissance, même des albums virtuels, comme on dit, je crois qu'il n'y en a pas eu. Je pense qu'il y aurait quand même quelque chose à faire hein, de la part des éditeurs, parce qu'il y a largement, avec toutes les aventures qu'il a vécues, il y a largement de quoi faire une belle intégrale, je pense, hein, de Léo Gwen. Et puis là, bon, le dessin était déjà tendait déjà un peu vers le cauchemar, là. On voit avec ces poissons des profondeurs, là, qui ont des gueules quand même assez effrayantes. Donc son trait, là, se rapprochait quand même beaucoup de celui d'Herman à l'époque. Mais ce qui n'est pas une mauvaise référence, loin de là. Voilà, donc là c'était une histoire un peu qu'on pouvait considérer comme complète. Hein. Alors il y avait aussi La Tribu Terrible à l'époque de Gordon Bess, qui était une excellente série. Hein. Alors il me semble qu'il y a eu vaguement un album il y a quelques années, mais c'était vraiment confidentiel. C'était pas mal cette série en fait. Hein. Moi, au départ j'avais un peu de mal, parce que le dessin me semblait un peu primitif. Et puis en fait, à force de le lire, j'ai fini par apprécier cette série. Et je crois d'ailleurs que dans le hit parade annuel de Tintin, elle est montée assez haut, hein, cette série. Hein. Elle a fini par être appréciée pas mal. Voilà, et on finit par un gag de Robin Dubois. Toujours assez savoureux. Alors, donc ça, voilà, là il y avait une aventure de Léo Gwen. Alors, après, je passe au numéro 240. Alors ça, c'est paru... Oh, là, il a subi, je sais pas quoi. Je vais le mettre dans l'eau, je sais pas quoi, il y a de l'eau, là. Est-ce que c'est récent, là? J'ai dû le poser dans l'eau, je sais pas. Ah bon, mais j'espère que ça séchera. Oui, bah c'était après. Alors, en couverture, Lady Black. Alors, bah, à l'époque, il était de bon ton d'essayer de lancer des héroïnes plutôt que des nouveaux héros. Donc là, c'est Jerry qui lançait son héroïne Lady Black. Mais bon, pareil, elle n'a pas eu vraiment énormément de succès. Bon, moi, j'avoue que le trait de Jerry, hein, ben, c'était pareil sur Magellan. Hein. J'aime pas trop. Je le trouve assez maladroit. Voilà, avec une interview pour lancer la série. Alors là, il y a une série là, qui a été complètement oubliée depuis, qui s'appelait I Don't Know Why, qui a été dessinée par quelqu'un qui s'appelait Bob. Alors c'était quelque chose d'assez particulier, hein. C'était quelque chose qui tirait assez vers la poésie. Alors ça a un peu décontenancé pas mal de lecteurs, mais c'était quand même... ça valait le coup hein, de lui laisser sa chance, je trouve. Alors la Xan de Players et Martin, hein, bon, les bandes historiques comme les affectionnés Jacques Martin, encore du Malabar, les archives de Moulinsart, du Chic Bill. Ça j'aimais bien le Chic Bill aussi. Hein. Ça j'aimerais bien qu'il ressorte une intégrale, mais une vraie, quelque chose qui soit bien construit, avec des dossiers intéressants, parce que l'intégrale actuelle, je la trouve pas terrible. Ah, et puis Gilles Roux et Marie Meuse, qui est une série créée par Magda et Lamke. Alors Lamke, on le connaît, Chris Lamke, on le connaît quand même pas mal, parce qu'il a eu des séries à succès comme Alvin Norge, et puis il a repris depuis, si je ne me trompe pas, la série Alpha. Magda, depuis, elle a été surtout connue pour sa série Charlie, qui est excellente. Mais ils avaient commencé ensemble par cette série dans Tintin, Gilles Roux et Marie Meuse, qui était une série à tendance écologique, et bon, qui a eu l'honneur de quelques albums, mais qui n'a jamais vraiment décollé. Alors d'ailleurs, il y a quelques mois un projet d'édition d'intégrale, mais qui n'a pas vu le jour par manque d'intérêt, hein, malheureusement.
parce que ça se lisait quand même assez bien. Voilà, bah, avec une petite interview de la dessinatrice. Ah ouais, et puis il y a Wally. Ah, j'aimais bien cette petite série. Bon, c'est peut-être anecdotique, mais ça me faisait assez rire. Cosmic Connection de Wally. Wally qui a repris après Chlorophylle, qui a fait pas mal de choses dans Tintin. Alors, Tribunal Noir de Ricochet. Un bon album aussi. Bon, là, c'était la fin. Et voilà encore du Léo Gwen. Le bateau grimé. Un récit complet en 8 pages. Ali Bébert, qui était une série bien sympathique. Moi j'aimais bien, hein, qui se passait dans un peu le contexte des Mille et une nuits. Dessinée par Bédu, qui a fait une série aussi qui était excellente, qui s'appelait Hugo. Et puis après, qui a fait une série mais qui me plaisait moins, mais il a eu du succès avec ça, ça s'appelait Les Psys. Moi j'aimais beaucoup moins. Ah, et puis il y avait du Luc Orion aussi. Donc là, c'est le Rivage de la Fureur, un des derniers albums de Luc Orion. Et puis, une histoire authentique, hein, comme il y en avait assez souvent dans Tintin, dessinée par Michel Schetter, alors qui est un dessinateur qui a complètement disparu des radars. Je ne sais absolument pas ce qu'il est devenu. Au début des années 80, pourtant, il a eu son petit succès. Hein, il a fait pas mal d'albums, en particulier avec une série un petit peu érotique sur les bords qui s'appelait Cargo, qui paraissait dans Circus, si je me rappelle bien, mais qui a eu l'honneur de plusieurs albums. Et après, je sais plus trop s'il a fait autre chose, mais il a complètement disparu des radars, Michel Schetter. Et c'était un dessinateur tout à fait capable, hein, pourtant. Voilà. Et on finit par du Cubicus. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous montrer encore? Eh bien, encore du Tintin. Alors cette fois-ci c'est le numéro 260. Alors ça date de quelle année? Ça doit être le début des années 80, ça je pense. Il n'y a pas la date là. C'est difficile hein, de trouver les dates. Non, la date n'apparaît pas. Mais je pense que c'est début des années 80. Eh ben oui, il y a l'Empire Contre-Attaque qui sort. Donc l'Empire Contre-Attaque, il me semble bien que c'était en... Peut-être bien en 1980, oui, c'est possible. Que c'est sorti. Le premier épisode de la Guerre des Étoiles, c'est en 77, il me semble. Le Retour du Jedi en 83, donc Empire Contre-Attaque, ça va être entre les deux. Donc il y avait à l'époque, bon, comme ça, des reportages sur certains films. Ah, et Cosmic Connection, alors voilà, avec une parodie de la princesse Leia, c'était assez sympa, et Dark Vador. Ah oui, ah bah tiens, je me rappelais plus de cette série de gags. J'aimais beaucoup ce dessinateur Watch, qui avait un dessin comique, mais tendant vers le réalisme. Et sa série Absurdillé était pas mal du tout, j'aimais beaucoup. Mais je me rappelais plus, tiens, je la redécouvre avec vous. Donc l'annonce de quelques albums, hein, du Corentin, du Ringo, du Domino, ça j'aime beaucoup Domino. Papilio, de Michel Pierret, qui a bien conduit sa carrière depuis. Hein. Alors pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, Papilio, il y a eu des intégrales qui sont sorties il y a 4-5 ans, il me semble. On doit pouvoir peut-être encore les trouver en cherchant un peu, mais c'est chez un éditeur, un assez petit éditeur, hein, donc ça ne doit pas être si facile que ça à trouver. Mais les intégrales existent. C'était assez sympa, Papilio. Yakari, hein, la série qui est encore bien connue de nos jours. Hein, il y a même eu des dessins animés, à ma connaissance. Bon, même à l'époque, c'était quand même un peu trop enfantin pour moi, Yakari. Hein, mais bon, ça plaît aux enfants. Ricochet, le scandale Ricochet. Ah voilà. Et donc là, alors c'est plus Léo Gwen, c'est une des nombreuses histoires authentiques qu'a dessiné Daniel Hullet. Alors là, il est le seul crédité, mais souvent, c'était scénarisé par Yves Duval. Donc là, il s'agit d'une histoire de sous-marin. Voilà, avec quelques pages didactiques en plus.
Alors en fait c'est des fonds de tiroir hein, qu'ils ont publiés là dans un temps. Ils ont publié ça un peu en bouche-trou, hein, parce que vous voyez ça date de 77 quand même. Je lis bien. Donc ça faisait un peu longtemps qu'elle avait été dessinée cette histoire. Donc, du Cubitus, du Vasco de Chaillet. Alors là c'était le premier épisode, hein, c'était la création de l'histoire. Alors vous voyez d'ailleurs qu'au départ, moi j'avais remarqué ça, le lettrage était particulier dans Vasco, parce que typiquement dans les albums de Jacques Martin, le lettrage est en minuscule, et là c'était du lettrage majuscule. Alors, je me demande d'ailleurs si dans les albums après ça n'a pas été changé, pour des raisons d'homogénéité, parce que bon ça signe très bien, hein, en majuscule c'est pas le problème. Ah oui, alors ça, c'était une rubrique qu'ils avaient mis en place dans Tintin, qui a duré quelques temps, qui était la rubrique du courrier des lecteurs, mais c'était un peu la rubrique fourre-tout. Et il y avait des chroniques d'albums, alors qui n'étaient pas forcément des albums publiés aux éditions du Lombard. Là, par exemple, c'est un album qui avait été publié chez Glénat, là chez Casterman, etc. Donc c'était intéressant pour ceux qui s'intéressaient un petit peu aux sorties ailleurs qu'aux éditions du Lombard. C'était pas mal. Et là, il y avait des rubriques... Alors, tout se faisait par courrier à l'époque. Hein, vous voyez le petit timbre qui bouge. Hein, il n'y avait pas Internet, hein, je vous rappelle, ça n'existait même pas du tout. Hein, donc, tout par courrier. Alors, il y avait même une bourse aux échanges. Clifton. Ah ouais, Turc de Groot avait repris Clifton de Raymond Machereau. Et c'était une très bonne reprise. Alors... la série existe toujours à ma connaissance, hein. Il y a eu un album qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, et puis d'après mes sources, il y en a un autre qui est en préparation. Mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille, hein, comme BD franco-belge humoristico-policière, c'est quand même dans le haut du panier. Hein. Robin Dubois, toujours très très rigolo. Jonathan, alors là, c'est à mon sens l'album le meilleur de la série. C'est vraiment un album que j'adore, Kate. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande. Moi, je ne peux pas m'empêcher de verser ma petite larme à chaque fois que je lis cet album. Je dois avoir un petit peu le cœur d'artichaut, mais je ne sais pas pourquoi, je le trouve super émouvant cet album. La tribu terrible, Bob Moran. Alors bon, là, ça commençait à être un peu la déchéance, à mon sens, hein, de la série. Parce qu'à partir du moment où Coria a repris le dessin, ça a commencé à péricliter, je trouve, la série Bob Moran. Alors, à cause du dessin, parce que bon, les premiers albums qu'il a repris, c'était encore très très dans la lignée de ce que faisait William Vance avant. Par exemple, Opération Wolf, c'est un album qui est tout à fait valable. Mais petit à petit, je trouve que le dessin, franchement, c'est dégradé. Et puis les scénarios, n'en parlons pas, je les ai trouvés de plus en plus risibles. C'est bien dommage, hein, parce que bon, tous les premiers albums, hein, il y en a des albums de Bob Moran, hein, je sais pas, mais moi je dirais peut-être bien les 30 ou 40 premiers albums, ceux de William Vance, ceux d'Athanasio, si je me trompe pas, qui d'autre en a fait, hein, il y a d'autres dessinateurs que j'ai oubliés, qui sont tout à fait valables, hein, les plus vieux albums, je les aime bien, mais après... Ah oui, alors là, c'était la folie de Björn Borg à l'époque, qui était un excellent joueur de tennis, qui avait gagné pas mal de tournois. Et il y avait comme ça des petites BD qui apprenaient à jouer au tennis sur les conseils de Björn Borg. C'était un peu bizarre, mais bon. Et un petit clin d'œil de la part de Ernst. Voilà. On arrive, allez, un petit dernier Tintin. Alors là, on fait un bond dans le temps, hein, puisqu'on arrive au numéro 421. Donc d'ailleurs, ça, c'est le numéro qui correspond à une nouvelle formule, vous voyez, c'est marqué. Alors ça date de 1983, donc c'est 3 ans après. Et l'hebdomadaire qui faisait que 52 pages passe à partir de cette semaine à 68 pages. Et ils annonçaient une histoire complète géante, alors géante, une histoire complète, on va dire, chaque semaine. Alors, c'est ce qu'ils appelaient le récit complet géant. Alors, récit complet géant, ça faisait 16 pages,
Alors en général, ça commençait au début du magazine, et ça se terminait à la fin, normalement, si je me rappelle bien. Voilà, ça se termine à la fin. Bon, en général, c'était divisé en deux. Mais en fait, c'était un peu l'arnaque, hein, parce qu'il disait que c'était une histoire complète géante. Alors c'était parfois vrai, mais quand même, la plupart du temps, c'était simplement le tiers d'un album apparaître. Bah, il coupait à la fin de la 16e page. Hein, on pouvait voir ça comme un chapitre d'album. C'était pas une histoire complète, géante. Elle n'était pas complète en tant que telle. C'était un peu mentir sur la marchandise. Donc à l'époque, il y avait la série Ivor, qui était dessinée par Zoran, qui était pas mal du tout. Alors au départ, le dessin était un petit peu maladroit, et puis c'est quand même grandement amélioré au fil des histoires. Il y a eu quelques albums de sortie, mais je crois que tous les récits ne sont pas sortis en album. C'est pareil, ça, ce serait à creuser pour réussir à faire une intégrale. Ça pourrait être intéressant. Alors c'était une espèce d'heroic fantasy, Ivor, et c'était... franchement, moi j'aimais bien. Alors, bon, l'annonce du Super Tintin Heroic Fantasy. Alors celui-là, je l'ai. Il y avait un récit complet de Torgal dedans. Tête folle par Eric. Alors ça, c'était une série assez particulière aussi, hein, qui a eu un succès assez mitigé de par son ton qui ne ressemblait à aucun autre. Au niveau du dessin, c'était pas mal, hein, honnêtement, mais c'était le scénario vraiment particulier. C'est inracontable. Hein. Je serais bien incapable de vous résumer la série. C'était quand même assez bizarre. Mais c'était pas déplaisant. Donc voilà, là, il y avait une interview pour illustrer, une interview d'Eric. Ah bah voilà la série dont je vous parlais tout à l'heure, Hugo, par Bédu. Excellente série. Vraiment excellente, excellente. Hein. Bon, les rédactionnels, voilà. Platon, Torloche et Coquinette, bon, ça c'est une petite série de gags, mais illustré par Renaud, le dessinateur de Jessica Blandy, par exemple. Mais c'était très très moyen quand même. Hein. À de rares occasions, ça me faisait sourire, disons. Jugurtha, excellente série. Là, c'est Les Gladiateurs de Martien, un excellent album aussi. Vania, Vania. J'étais tombé un peu amoureux de Vania. Vraiment très très bonne série, Jugurtha. Qui existe en intégrale, elle, par contre. Intégrale que je possède, d'ailleurs, tous les tomes, et que je relis régulièrement. Alors d'ailleurs, Jugurtha, c'est une série qui a été créée par Herman pour les 2 premiers albums. J'adore pourtant le dessinateur Herman, hein, mais alors c'est les albums de Jugurtha que j'aime le moins. Parce que, bon, ils sont trop historiques à mon goût. Et c'est un peu indigeste, c'est un peu trop didactique. Hein, le scénario de Vernal sur les 2 premiers albums est assez indigeste. Et dès que Franz a repris le dessin, les scénarios ont commencé à devenir un peu plus fantaisistes, et tout de suite, ça s'est grandement amélioré. Et le dessin de Franz est quand même assez magnifique, je trouve. C'est un dessinateur trop tôt disparu, hein, que j'apprécie énormément, Franz. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'albums de séries qu'il a créées. Clifton, toujours, par Turc et de Groot. Alors là, c'est un autre album, Kidnapping. Clin d'œil par Ernst. Encore du Chic Bill. Très bonne série. Pour ceux qui aiment un peu rigoler. Cosmic Connection, hein, il y a largement de quoi faire un album, hein, de Cosmic Connection. Hein. Bon, il faudrait peut-être remettre en couleur certaines des planches, hein, parce qu'elles sont pas toutes en couleur, comme vous le voyez. Alors, une histoire authentique, à nouveau, de Daniel Hullet. Donc c'est pour ça que je vous présente ce numéro. Vous voyez que son dessin est beaucoup plus académique, hein, dans cette histoire. Alors d'ailleurs, le style a bien changé. Hein, si je ne savais pas que c'était de Daniel Hullet, j'aurais dit comme ça, identifié, j'aurais dit que c'était du Ferry. Ferry, le dessinateur de Ian Kaledin, si vous connaissez. Je trouve que ça ressemble. Là, les dessins ont des styles assez ressemblants. Donc l'incendie du bazar de la Charité. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le fait divers. Il y a eu une série qui est passée, je crois, sur TF1 il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'en inspirait.
Alors, des jeux et des lettres, alors là, ils avaient changé le nom de la rubrique. Là, c'est toujours la rubrique de courrier, mais bon, ils avaient mis des jeux au milieu. Modeste et Pompon, bah, par Wally et Bom. Oui, je vous avais dit que Wally il allait faire pas mal de choses dans le journal, donc il faisait Cosmic Connection, et il avait repris Modeste et Pompon de Franquin. Alors maintenant, donc là c'est Cro-Magnon par Barra, que j'aimais pas trop, hein, le dessin de Barra, et puis les deux gags étaient assez spéciaux. Et donc la fin du, entre guillemets, récit complet, Ivor. Voilà. Ah, ils annonçaient Aria, qui paraissait dans Tintin aussi au départ, hein, avant d'être édité en album chez Dupuis. Et Robin Dubois pour finir. Alors, on change de journal, on va dans Vécu, qui était un magazine de BD tourné vers l'histoire. Alors, c'était un magazine qui était édité par les éditions Glénat, hein, donc toutes les bandes qui paraissaient dedans apparaissaient en album chez Glénat ensuite. Donc, bon, là, c'était une espèce de revue de presse, de revue de livres et de BD, hein, tout mélangé. Vous voyez, livres, BD. Alors, il y avait un dossier à thème dans chaque numéro, donc là, c'est les amants de l'histoire. Donc des dossiers parfois intéressants. Hein, là, c'est Philippini qui fait un article sur les BD qui paraissaient comme ça un peu dans les journaux, dans les quotidiens. Alors, les héros cavaliers de Rouge et Cotias, qui était, du point de vue des dessins, assez bonne, mais du point de vue du scénario, qui était, bon, on va dire moyen. Ça dépendait. Du Herman, avec les tours de bois Maury. Donc c'est quand même du bon. Alors ça, c'est une série que j'aimais bien, par Carlo Ambrosini, Nino Macchia. C'était pas mal, hein, c'était assez prenant comme série. Le Charbonnier de la Mort, je crois qu'il y a eu 2 albums, si je ne me trompe pas. Alors, Le Chant d'en haut, c'est, je crois que c'est le premier album des Pionniers du Nouveau Monde, de Jean-François Charles, qui a créé cette série et qui continue, si je me trompe pas, mais ce n'est plus Jean-François Charles qui la dessine depuis un bon moment. Donc là, il y avait de larges extraits quand même. Donc une espèce de jeu. Chronique de la Maison Le Quéant par Jussaume et Bardet. Alors c'est la première BD de Jussaume, enfin la première. C'est une des premières BD de Jussaume avant qu'il se fasse vraiment un nom avec la série Tramp. Et on arrive à Louis Laguigne par De Toré et Giroud, qui était une série assez qualitative. Hein. Je sais qu'elle est assez aimée cette série, à juste titre. Donc Nilus, une série dont j'ai absolument aucun souvenir. Je me rappelle absolument pas si c'était bien ou pas ce truc-là. D'Origone. De Silence et de Sang, série qui doit toujours exister, je crois. À moins que je me trompe. Donc, qui a été créée par Malès et Cortegiani, hein, mais qui a été continuée après par Jean-Yves Mitton. Elle a peut-être été conclue quand même, cette série, mais je suis pas sûr. Hein, j'avoue que j'ai pas suivi. Voilà. Et donc, ah ben voilà, on y arrive. La série de Hulé
et Bucquois, Les Chemins de la Gloire. Donc Hulé avait encore un dessin relativement classique, alors c'était obligatoire hein, dans ce magazine hein, dédié à l'histoire, hein, on n'aimait pas trop les trop grandes fantaisies. Donc là, bon, c'était la toute fin de l'album. Et puis, voilà, bah là, un album alors scénarisé par Michel Schetter, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il faisait que le scénario, et dessiné par Moineau. Je n'ai aucun souvenir de cette série. Enfin, le dessin a l'air tout à fait correct. Mais je sais plus ce que ça vaut. J'en ai aucun souvenir. Voilà, donc pour un premier numéro de Vécu, et puis je vous en montre un deuxième, bah le suivant, tout bêtement. Donc avec un beau dessin d'André Juillard en couverture. Arnaud, dont j'ai acheté une intégrale il n'y a pas longtemps. Donc toujours la rubrique critique littéraire. Alors là c'était un spécial Égypte, hein, bon, à l'occasion de Arnaud, de la publication de Arnaud. Le Puy Nubien. Excellente série, hein. En tout cas pour les 3 albums dessinés par Juillard, vous pouvez y aller sans hésiter. C'est du très bon. Les Héros Cavaliers, hein, donc ça va être la suite des séries qu'on a vues la dernière fois. Je vais donc passer assez vite. Les Aigles Décapités. Ah, les Aigles Décapités, oui, ça, j'en ai pas vu. Donc c'est une série créée par Crahen au dessin et Pellerin au scénario. Une des premières séries de Crahen, hein, bon, qui a fait la carrière qu'on sait depuis. Mais c'était une bonne série, hein, Les Aigles Décapités. Mais c'est pareil, ça a été une série au long cours. Hein. Il y a eu pas mal d'albums. De mémoire, je suis incapable de vous dire, mais il y en a eu beaucoup quand même. D'ailleurs, il continue peut-être aussi, je ne sais plus. Louis Laguigne, toujours. Les Pionniers du Nouveau Monde. Alors, Le Vent des Dieux, de Adamov et Kotias. Alors, Adamov, hein, un dessinateur que j'appréciais particulièrement. Alors pareil, hein, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, mais... Alors moi je l'avais découvert, avant de le découvrir en tant qu'auteur de BD, je l'avais découvert comme auteur de couverture de romans de science-fiction, il en avait fait pas mal. Et puis après je l'ai découvert surtout avec la célèbre série Les Eaux de Mortelune, qui est vraiment très très bonne, en tout cas pour son premier cycle, hein, est vraiment très très bonne. Et puis là, il avait fait cette série que je n'ai jamais vraiment lue en dehors de ce que j'en ai lu dans Vécu, Le Vent des Dieux. Donc Les Chemins de Malfausse. Alors la suite de Nino Macchia. Et puis on va arriver à la fin au Chemin de la Gloire. Alors les dernières planches hein, de l'album Un jeune homme ambitieux. Vous voyez, c'est la fin et le 3e tome qui était annoncé, qui a mis un petit peu de temps à arriver, si je me rappelle bien. Et puis De Silence et de Sang. Voilà, qui va... Et puis ça, c'est... Oui, bah la série dont je ne me rappelle pas. Voilà. Donc, quelques petites planches de Hulé, et puis l'occasion de découvrir un petit peu à quoi ressemblaient les magazines de BD il y a maintenant quelques dizaines d'années. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Moi j'ai bien aimé cet album. Hein. De toute façon, vous avez peut-être compris, hein, je ne fais des vidéos que sur des albums qui m'ont au minimum un tant soit peu intéressé. Hein. Si c'est des grosses daubes, j'évite d'en parler. Hein. Ça n'a pas tellement d'intérêt de casser du sucre sur des créateurs. Moi je m'intéresse surtout à la BD que j'aime en priorité. Donc l'état morbide, bon ça coûte 35 €, mais bon ça les vaut à mon sens. Voilà,
Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo unboxing BD. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera. On verra bien. Allez, ciao, à plus.